Bonjour à tous. Romain Jaillet, je suis médecin à l'hôpital de Chambéry, où je consulte, tout le monde m'entend, où je consulte en hémostase clinique. C'est la raison pour laquelle on m'a proposé de présenter ce qui se voudrait une introduction à la présentation du docteur Grange sur l'anticoagulation dans la prise en charge de l'événement thromboembolique veineux dans les contextes néoplasiques. En préambule, on en a déjà parlé, les AOD ont bouleversé, en tous les cas simplifié la prise en charge de l'AFA, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse. Depuis un an maintenant qu'ils ont leur place dans la prise en charge de l'événement thromboembolique veineux dans le contexte néoplasique, on se retrouve finalement avec un vrai choix, un choix thérapeutique qui se voudra optimal dans la discussion de la prise en charge initiale de l'événement thromboembolique selon la localisation néoplasique, selon les risques hémorragiques objectivés à ce moment-là, selon les potentielles interactions médicamenteuses, et puis dans la discussion d'un éventuel relais qui serait nécessaire selon l'évolution de la néoplasie. Donc, ce cas clinique se voudra d'illustrer la réflexion, comme on l'a vu, qui se voudra clairement individuelle, une réflexion de la prise en charge, une réflexion vraiment particulière au cas par cas de ces patients-là, pour lesquels il faut prendre en charge, bien entendu, l'événement thromboembolique, mais aussi prendre en considération la localisation, entre autres, du processus néoplasique. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on est confronté à un homme de 53 ans, pour lequel on a plusieurs facteurs de risque, déjà en dehors du processus néoplasique dont on parlera plus tard. Le premier, c'est son obésité morbide. Je crois qu'on reparlera plus tard du cas particulier des poids extrêmes dans les processus néoplasiques. Un tabagisme, un syndrome d'apnée du sommeil non appareillé, un patient qui est sédentaire, on sait bien qu'en médecine, c'est jamais bon d'être sédentaire, et l'absence d'antériorité personnelle et familiale d'événements thromboemboliques veineux. L'événement thromboembolique veineux en lui-même. Il s'agit donc d'un premier épisode situé sur une embolie en pulmonaire bilatérale sans retentissement scanographique. On n'a pas retrouvé les signes cliniques, mais sans retentissement scanographique décrit sur le scanner initial, sans thrombose veineuse profonde isolée, en revanche associé à un thrombus sur la chambre implantable posée pour la prise en charge initiale de son processus néoplasique. La chambre implantable a permis de traiter en néoadjuvant ce cancer par un protocole FLO avec du 5-FU et oxaliplatine. Oxaliplatine et 5-FU, c'est deux molécules qui sont pro-thrombotiques, donc c'est toujours des éléments à prendre en compte. On imagine bien que dans la situation actuelle, ce n'est pas ça qui lui a conduit à son événement thromboembolique veineux. On a vu tout à l'heure qu'il existait ici deux facteurs de risque majeurs. Un transitoire qui est sa chirurgie, c'est le type de chirurgie sur cette localisation, c'est une chirurgie qui occupe une dizaine d'heures le chirurgien et le patient. Ça, on sait que c'est pour dire, on est loin des demi-heures de l'anesthésie qui répartit le facteur de risque mineur à majeur. Et puis au-delà de ça, un facteur de risque qui, malheureusement pour le patient, est considéré pour l'instant comme persistant, qui est son cancer, qui, au-delà de la NAPAT, qui est toujours à prendre en considération, c'est la localisation ici qui nous intéresse. On est sur une localisation digestive haute, plutôt pourvoyeuse de complications hémorragiques avec certains AOD. Donc, premier signal de vigilance, la localisation du cancer. Je suis allé rapidement là, mais c'est toujours intéressant aussi de savoir l'avancée de la maladie néoplasique. On ne va pas réfléchir de la même manière, surtout sur du long cours, chez un patient pour lequel on discute une prise en charge palliative que curative. Les suites, malheureusement pour le patient, n'ont pas été simples, puisque en post-opératoire précoce, il a fait la pneumopathie et une défaillance rénale qui ont conduit à une prise en charge plutôt longue dans les services de réanimation. Nous, on fait sa connaissance à sa sortie de réanimation dans le service de chirurgie. Il a alors une fonction rénale qui tend à une légère amélioration, puisqu'on a une clairance ici à 15.
on nous interroge sur l'anticoagulation adaptée. Il est actuellement sous AVK, introduit par nos collègues réanimateurs. Première question, est-ce qu'on retient cette molécule-là? Non, effectivement. On a fait machine arrière, on est retourné sur une héparine non fractionnée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on considère que dans la situation dans laquelle se trouve le patient, on est toujours en situation aiguë. Il est sorti de réa, donc il va mieux, mais les choses ne sont pas encore franchement améliorées. Il sort d'une chirurgie avec une ablation assez importante de son tube digestif, une partie en tous les cas de son tube digestif haut, avec un risque de malabsorption qu'on n'a pas encore franchement évalué. Et puis, on espère surtout que sa fonction rénale va tendre vers une amélioration vu les causes réversibles induites par son sepsis. Donc, la réponse est un relais par HLF. Les choses évoluent plutôt bien au cours de son hospitalisation, avec, en tous les cas, en ce qui concerne sa fonction rénale. Sa chambre implantable est conservée. En revanche, on est confronté à une problématique dont on parlera un peu plus loin, qui a été l'échec de la nutrition entérale, avec l'échec de la pose d'une sonde nasogéjunale qui a conduit à des difficultés dont on va reparler. On se retrouve de ce fait assez rapidement à 1 mois de la prise en charge, avec la discussion d'une chimiothérapie adjuvante par le même protocole initial. Maintenant, depuis qu'on réfléchit de plus en plus à l'utilisation des AOD, c'est nos collègues pharmaciens qu'on sollicite maintenant de manière parfois peut-être trop importante à leur goût, mais en tous les cas de manière récurrente, puisque va se poser la question des interactions médicamenteuses avec l'utilisation d'inducteurs enzymatiques. Aussi, de manière régulière, soit en RCP, soit par échange autre, on va les solliciter pour, d'une part, être sûr que la chimiothérapie qu'on va évaluer comme nécessaire dans la prise en charge du patient ne va pas interférer avec les AOD, ou plutôt vice-versa. Et aussi, ce qui permet d'être un peu plus exhaustif, parce qu'on a toujours tendance à se focaliser sur le traitement par chimiothérapie ou hormonothérapie ou thérapie ciblée. Et parfois, les patients ont d'autres molécules qu'il faut aussi prendre en considération pour d'autres thérapies. Malheureusement, la question s'est posée différemment pour notre patient. Du fait de ces complications post-opératoires de l'intervention chirurgicale, il a été récusé à une chimiothérapie adjuvante du fait notamment de cette nutrition parentérale qui a dû être introduite. Donc, un pipeline ou un midline, ça s'infecte toujours plus facilement, surtout chez des gens fragiles, dénutris comme on le voit ici. Donc, on ne s'amuse pas à rajouter une chimiothérapie par-dessus. Donc, la question qui va se poser ici, c'est on est maintenant à une fonction rénale clairance qui est supérieure à 30, 35. Donc, on va être dans les clous pour imaginer un relais de la HNF. En considérant qu'il y a un risque quand même toujours présent de malabsorption, inhérent d'une part à la chirurgie et à la dénutrition protéino-énergétique sévère dont souffre le patient, on va rester sur un traitement parentéral qu'on va proposer cette fois-ci par HBP. On se retrouve à 3 mois. On a vu tout à l'heure que, de manière générale, si on choisit un traitement court d'anticoagulation dans la maladie thromboembolique veineuse, on peut imaginer arrêter à 3 mois. Ce n'est pas le cas de la maladie thromboembolique veineuse dans un contexte néoplasique. Les recommandations sont assez claires. C'est un grade 1+, c'est 6 mois de traitement anticoagulant. Pleine dose dans ces processus thrombotiques. On se repose la question à 6 mois. Pour répondre à cette question, à 6 mois de savoir ce qu'on fait des anticoagulants, il faut répondre à 2 questions. La première, est-ce que le patient a récidivé sur le plan thromboembolique? J'espère que ça n'a pas été le cas. La deuxième question, c'est de savoir si le cancer est toujours actif. Le patient a eu un scanner de contrôle, les marqueurs tumoraux, biologiques, à 5-6 mois qui reviennent rassurants. Le patient est considéré comme en rémission. Le patient n'a jamais eu un traitement considéré comme palliatif, comme dans certaines situations où on va proposer une chimiothérapie palliative.
Deuxième condition pour considérer qu'un cancer est en rémission. Troisième condition, c'est que le patient n'ait plus de traitement actuel. C'est valable pour l'hormonothérapie, pour la chimiothérapie. Ce patient-là, depuis 6 mois, il n'a eu aucune molécule. Donc, on peut considérer que son cancer n'est plus actif. Et à ce moment-là, on peut véritablement se poser la question d'un arrêt. Et ça, c'est sans compter la présence de sa chambre implantable. La chambre implantable, surtout thrombosée, c'est un petit peu comme la prothèse infectée. On ne peut pas garantir un traitement curatif sans intervention chirurgicale. Donc, ce qu'on a l'habitude, et ce que les recommandations préconisent, c'est si on maintient la chambre implantable, c'est de poursuivre avec une anticoagulation curative. Une fois qu'on décidera d'enlever cette chambre implantable, et là aussi les recommandations sont assez claires, on poursuivra les anticoagulants à pleine dose pendant 3 mois. Donc, première question, c'est la question de poursuivre par une anticoagulation, c'est oui, mais uniquement parce qu'on veut maintenir cette chambre implantable, parce qu'après concertation avec nos collègues onco-gastro et chirurgiens viscéraux, il y a une perte de chance significative en lien avec l'absence de chimiothérapie adjuvante. Et la deuxième question, c'est quelle molécule on va pouvoir lui proposer. Alors là, c'est quelque chose parce qu'on est désormais confronté à un réel choix. Et à notre sens, c'est vraiment important de faire participer le patient dans cette réflexion pour qu'il soit acteur et puis qu'on obtienne une confiance et une observance optimale. Il faut faire intervenir ce qu'on appelle la prise de décision partagée, expliquer au patient le bénéfice de chacune de nos réflexions, surtout que là, on peut réellement lui proposer soit une poursuite de l'HBPM, soit un relais par AOD. On a pris la deuxième option, il n'y a pas eu de complications hémorragiques sur les 6 mois. L'AOD qu'on a proposé, en l'occurrence, c'est l'apixaban. Les messages, je l'ai assez répété. La première importance, c'est de savoir de quelle localisation néoplasique on parle. Le cancer bronchopulmonaire va avoir plutôt une complication de récidive de l'événement thromboembolique veineux. Le cancer digestif va plutôt avoir une complication hémorragique. Donc, savoir de quoi on parle. Dans la continuité, dans l'évaluation du risque hémorragique, de manière extrinsèque à la localisation de notre tumeur, il y a aussi de savoir si on a eu une réelle ablation de la tumeur. Si la tumeur elle est persistante, on va avoir une persistance de notre risque hémorragique. Donc ça, c'est à prendre en compte. Notre patient n'a pas eu sa chimiothérapie adjuvante. Si ça avait été le cas, on aurait pu être confronté à une thrombopénie. Le docteur Grange en reparlera tout à l'heure. Le cut-off qu'il faut retenir dans la thrombopénie, c'est, avant d'envisager une réduction de dose, c'est 50 000. Souvent un peu de marge, donc c'est des causes réversibles, mais retenez le chiffre de 50 000. Enfin, l'anémie est toujours un marqueur direct ou indirect du risque hémorragique, toujours l'avoir en tête selon le choix des molécules qu'on aura. Dans l'élimination et le métabolisme de nos AOD, il faut toujours prendre en considération la fonction rénale, comme on a vu tout à l'heure, et puis et éventuellement une cytolyse qui est à prendre en compte, surtout dans le processus néoplasique, on peut avoir des localisations secondaires hépatiques. Vous avez compris que nos collègues pharmaciens sont de plus en plus sollicités dans nos réflexions des interactions médicamenteuses, que ce soit thérapie ciblée, hormonothérapie, chimiothérapie ou les autres traitements qui sont nécessaires pour ces autres comorbidités. Pour la réflexion de la durée de l'anticoagulation, je me répète, est-ce qu'il y a eu un événement, une récidive de l'événement thromboembolique veineux depuis la prise en charge initiale? Si ce n'est pas le cas, se poser la question de savoir si on est face à un cancer qui est considéré comme actif. Est-ce qu'on est plutôt dans une situation où le patient est considéré comme en rémission, c'est-à-dire sans récidive précoce, sans chimiothérapie ou traitement considéré comme palliatif et avec un traitement qui est stoppé depuis plus de 6 mois. On est donc bien confronté à une individualisation des pratiques, selon l'événement thromboembolique, selon la localisation, selon l'évaluation des interactions médicamenteuses, du risque hémorragique. Et dans ces réflexions, on a quand même régulièrement besoin de nos collègues, si ce n'est pas systématique, oncologues, qui vont avoir leur expertise de l'évolution du processus néoplasique
mais on arrive quand même régulièrement, surtout si on est sur une réflexion de traitement au long cours, à un choix. Et si on veut que le patient reste acteur et qu'on obtienne la meilleure compliance, il faut qu'on passe par une compréhension du patient, et ce qui inclut souvent un temps d'éducation thérapeutique ou de prise de décision partagée, où le patient, si on réfléchit à une prise en charge au long cours, peut se positionner en accord avec les propositions faites par le médecin pour cette prise en charge. Ça sera le mot de la fin. Merci.